Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons constaté que nos étudiants locaux veulent aller étudier en Chine. C'est dans ce contexte-là que nous recevons un invité spécial qui se prénomme Fouati Wilfried. Il est un ancien étudiant de Chine et il est entrepreneur. Il va nous raconter son parcours et ses défis, ses découvertes, mais surtout, il va nous partager les opportunités académiques et professionnelles que la Chine offre aux jeunes étudiants, bachelor, master et PhD. Alors, bonjour monsieur Fouati Wilfried. Bonjour, Comment vous allez? oui, ça va. Super. Alors, pouvez-vous vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Je suis à l'état civil, M. Fouati Wilfried. Oui. Je suis entrepreneur et on peut dire aussi ancien étudiant en Chine. Super. Dites-moi, quel programme avez-vous suivi en Chine? Bachelor, master, PhD? PhD. D'accord. Et c'était dans quelle ville? J'étais à Shanghai, Ah d'accord, ok. Et dans quelle université vous étiez? Shanghai University. Ok, d'accord. Pourquoi avez-vous choisi la Chine pour vos études? Je peux dire la motivation a été faite de diverses manières parce que D'accord. au départ, je peux dire qu'on n'avait même pas l'idée même d'aller en Chine puisque il y avait une barrière de langage là-bas. Donc, vraiment, je peux dire que la motivation n'y était pas. Nous tous, on voulait aller en France ou au Canada. C'est ça. Voilà. Mais dans ce temps, je peux dire dans les années 2010, j'étais beaucoup dans l'informatique. C'était ça qui était mon déclic parce que j'avais voulu aller voir vraiment où toutes ces machines qui étaient made in China étaient fabriquées. Donc, on peut dire que c'était comme une curiosité. Mais ce n'était pas en relation avec déjà les études que j'avais déjà commencé ici à l'université. Ah d'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Et du coup, vous étiez là-bas de quelle année à quelle année? Je suis là-bas depuis 2015. Ok. Voilà. Donc, vous avez fait approximativement 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans? Je n'ai jamais été là-bas. Je n'ai jamais été ici. Donc, je suis à cheval actuellement. Donc, Ok. depuis 10 ans, Oui. voilà, Quand même. je suis un peu à cheval en Chine. Super, super. Alors, vous avez expliqué pourquoi vous avez fait le choix de la Chine. Comment décriez-vous la qualité de l'enseignement que vous avez reçu là-bas? La qualité de l'enseignement en Chine est vraiment très bonne, Oui, mais l'inconvénient, c'est toujours la barrière de langage. d'accord. Voilà. Nous qui avons étudié en chinois, Oui, il n'est pas aussi le cas de certaines personnes qui vont ici étudier aussi en anglais. ouais. Ça diffère vraiment. Donc, la qualité de l'enseignement elle-même, elle est très bonne, Oui. mais le plus gros souci, c'est vraiment la barrière de langage. D'accord, d'accord. Alors, c'est clair parce que moi, j'ai étudié en anglais. Donc, c'est vraiment ça. Je comprends parfaitement ce que vous dites. Du coup, quelle différence majeure avez-vous remarqué entre l'enseignement de Chine et celui de votre pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire? Ce que je veux dire, c'est que si on veut faire une comparaison Oui. entre la Chine et la Côte d'Ivoire, je peux dire que c'est similaire. D'accord. Mais là-bas, on a plus de matériel pour pouvoir étudier. Ok. Il y a une bibliothèque en ligne, il y a une bibliothèque virtuelle Physique et une aussi. bibliothèque aussi physique. Voilà. Et on te donne accès à tous les journaux. L'école te donne ça. Ce sont des choses qui sont vraiment payantes Oui. et c'est coûteux. Mais l'établissement vous donne ça. Mhm. Ce qui est le contrairement ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si tu es en recherche, par exemple, tu es en recherche à l'université de Cocody, Oui. tu ne pourras pas accéder aux journaux américains, par exemple. Oui. Ça coûte cher. Le plus souvent, ce sont les universités qui le payent Oui. et donnent ces accès-là aux étudiants pour pouvoir faire leurs recherches facilement. Ok. Voilà. Donc, c'est un peu la différence entre les deux systèmes que je peux dire. Ok. Du coup, je voulais savoir, au niveau de votre vie étudiante et l'intégration culturelle, comment s'est passée votre intégration à la culture chinoise? Euh, Moi, je suis quelqu'un de vraiment très, très ouvert. Mhm. Ça a été difficile dans le départ. Oui. Comme j'ai dit, on arrive en Chine, il y a 1 an obligatoire de chinois à faire Oui. si tu ne fais pas ton major en anglais. Oui. Donc, cette transition est vraiment difficile. Oui. Voilà. Donc, on peut dire l'intégration s'est faite
après avoir commencé à comprendre le chinois. Voilà. Parce D'accord. que dans une communauté, si tu veux bien t'intégrer, il faut toujours comprendre la langue locale. Très Donc, bien. une fois que tu as eu accès à cette langue locale-là, Oui. c'est fini, tout passe maintenant comme sur des roulettes, en fait. Comment décririez-vous la vie sur le campus? La vie sur le campus, à mon humble avis, est un peu difficile pour nous qui avons fait l'université Mhm. au campus ici. Les réalités sont différentes parce que là-bas, il y a trop de restrictions. D'accord. Voilà, il y a des heures pour rentrer, il y a des caméras un peu partout, tu ne peux pas faire certaines choses. Bon, c'est comme une discipline, mais en même temps, c'est comme une prison. Donc, vraiment, le campus, ça laisse un peu à désirer. C'est un système qui est vraiment différent avec celle de Ouais, Côte c'est d'Ivoire. clair. Alors, comment s'est passée votre intégration au niveau de l'aspect culturel, au niveau de la culture chinoise? La culture chinoise est partie de la langue. C'est-à-dire, pendant qu'on faisait les cours de langue, les professeurs nous mettaient dans des groupes où des étudiants chinois venaient se mettre avec nous pour faire des sorties, etc., pour pouvoir juste échanger Ouais. avec des Chinois. Et en même temps, dans le cours des Chinois, on intègre aussi le cours de la culture chinoise. Donc, du coup, Super. il y a certaines pratiques, il y a certaines cultures des Chinois qu'on apprend facilement. Donc, c'est Bon, comme ça que se fait l'intégration, en fait. c'est top. Du coup, quel est le défi culturel que vous avez rencontré? J'ai pas eu le défi, hein. Oui. Le défi, bon, c'est de pouvoir trouver la bonne méthode de se faire aimer par les Chinois, puisque c'est chez eux c'est chez eux qu'on vit. Donc, Oui. du coup, il va falloir qu'on puisse trouver les points saillants pour pouvoir avoir, je peux dire, leur confiance ou bien leur hospitalité. D'accord. Avez-vous appris le mandarin? Si oui, comment est-ce que ça s'est passé? Comment ça vous a aidé en fait? Oui, j'ai appris comme j'ai dit tout à l'heure, moi, mon major était en chinois. Chinois, super. Donc, on fait d'abord une année comment on appelle ça, de langue chinoise, Mhm. et ça doit se solder par un examen qu'on appelle le HSK. Pour ma part, quand j'étais parti là-bas pour la première fois, j'étais parti pour le master. Oui, Donc, c'est le HSC 4. Mais normalement, pour le doctorat, c'était le HSC 5. d'accord. Voilà, mais je sais seulement que le HSC 4. Ok. Voilà, mais c'est après, quand je suis venu reprendre mon diplôme ici à l'université, c'est là qu'ils m'ont fait upgrade là-bas en PhD. Ok. Voilà, donc je suis resté avec le HSC 4, c'est ça. Abordons maintenant l'aspect de l'opportunité académique et professionnelle. Quel type d'opportunité académique la Chine offre aux étudiants étrangers? Les offres sont vraiment nombreuses. Mhm. Il y a des semi-bourses, il y a des bourses. Bon, pour nous, qui étions, on peut dire, les premiers à partir avec les bourses de la Chine, de CSC, Oui. c'était des full. Ok. C'était des totales bourses, au fait, comme on veut le dire. Il y avait vraiment tout ce qu'on avait besoin à l'école. Mhm. Bon, pour certaines personnes qui n'ont pas eu trop de chance, ils ont eu des bourses partielles. Ok. Donc, je veux dire que les offres sont vraiment diverses. Donc, il y a ça qui est là. Et puis aussi, il faut reconnaître que la scolarité là-bas elle coûte un peu cher. Mhm. Donc, si vous n'avez pas de bourse, que vous devez payer ça de votre propre poche, ça va faire quand même quelques petits millions. Ouais, ouais, ouais. Voilà. D'accord. Du coup, votre full scholarship, est-ce que c'était rémunéré mensuellement ou... Oui, oui, il y avait environ 3000 RMB par mois, Ok. pendant 9 mois, je crois, par année. Ouais. Donc, c'était pas mal quand même. Ça nous a permis de De quoi pouvoir. vivre quand même. Oui, Et même à se faire des économies. mais c'est dans ça qu'on a pu faire des économies et puis aujourd'hui, on est là où on est. Ah ouais, c'est super. Voilà. C'est super, c'est bien. Avez-vous participé à des stages, des recherches ou des conférences en Chine? Les conférences, oui, mais pas des stages parce que, en réalité, ce que nous on faisait, c'était pas pour pouvoir aller travailler. C'est quand vous Oh, devez aller travailler, c'est plus les volets techniques, c'est ceux qui font les sciences technologiques, oui. voilà, et autres. Eux, ils ont plus besoin de ces stages-là. Mais nous, c'était plus les conférences, les recherches publiées dans les journaux. Voilà, c'est un peu ça. Du coup, comment votre formation en Chine a-t-elle impacté en fait votre carrière actuelle, vu que vous êtes entrepreneur? Moi, c'est l'argent, hein.
Ça, D'accord. je ne cache pas. Voilà, j'ai des amis, beaucoup d'amis qui enseignent dans les universités. Mhm. Euh, j'ai vu les grilles salariales, ça ne m'a pas plu. Donc, depuis que moi, je suis à l'université, je ne vais même pas dire à l'université même, j'étais au lycée classique à Abidjan, Oui. ici. Donc, depuis là, j'ai une vision, c'est de pouvoir développer un empire. Donc, du coup, aller à l'école et aller travailler pour quelqu'un, ce n'était pas trop mes ambitions, mais je devais avoir quand même le diplôme le plus haut possible Oui. pour pouvoir occuper n'importe quelle fonction. Ok. Donc, c'était aussi là ma motivation. Mais aujourd'hui, après avoir fait un doctorat et venir être entrepreneur, ça étonne beaucoup quand même parce que peut-être les gens auraient voulu que je sois à l'université pour pouvoir Ouais. enseigner. Même à la fonction publique, bon, Bon, dans un ministère. Hein. fonction publique, peut-être quand je serai fatigué, je vais aller là-bas, mais je ne sais pas encore. Mais est-ce qu'il n'y a pas une limite d'âge, fonction publique en Côte d'Ivoire? Si on est à, je crois, 40, ceux qui ont fait le master, c'est, je crois, 44 ans. 44 ans, 45 ans, un truc comme C'est ça. bon, c'est bon. Donc, on a encore le temps, je pense. Super. La Chine offre-t-elle des opportunités aux diplômés africains pour y rester, travailler, développer une activité? Est-ce que c'est possible avec la Chine? C'est un peu difficile, hein, parce que moi, à Shanghai, par exemple, c'est l'une des plus grandes métropoles de la Chine. Oui. Ils ont aussi le plus grand port. Donc, du coup, ça va dépendre de ta filière. Ceux qui Ouais. faisaient, par exemple, logistique, ce sont des gens qui avaient beaucoup d'opportunités là-bas. Logistique, Ouais. technologie ou bien robotique, donc tout ces trucs qui est science. Ok. Voilà. Donc, pour ma part, moi, c'était la finance que je faisais, la finance internationale, puisque ici, j'ai eu à faire un master en management, option marketing. Donc, du coup, Super. j'avais voulu un peu changer. C'est un peu ça. D'accord, d'accord. Du coup, là, nous allons aborder l'aspect de collaboration. Et puis, le réseau des alumni, si vous l'avez développé, bien évidemment. Quelle est l'importance de ce réseau, en fait, d'alumni en Chine, selon vous, avec les Chinois et aussi les Ivoiriens? Bon, avec les Ivoiriens, Mm. je peux dire, moi, je ne traite pas assez. Voilà, à part les amis avec qui j'étais en Chine, Oui, comme, bon, c'est juste un groupe restreint. Hein. oui. Voilà, De forcément votre ville, en fait. voilà, moi, je traite beaucoup plus avec des Maliens, bon, j'ai dit côté africain, hein, Mhm. Maliens, Guinéens, Sénégalais, bon. Wow. Même moi-même, mes propres amis là-bas n'étaient pas des Ivoiriens. Ok. Voilà, c'est-à-dire que je pars seulement juste pour les réunions. Donc, mes collaborations avec les anciens de Côte d'Ivoire, pas Mhm. trop. Du coup, c'est l'aspect plutôt des alumni chinois que ça a permis quand même de bouger. Ce réseau-là, vous l'avez développé ou pas? Non, parce que dans le volet professionnel, Mhm. comment on appelle ça, mes amis avec qui j'étais à Shanghai. l'université, à Shanghai, on n'est pas dans le même domaine. D'accord, Donc, ok. si on n'est pas dans le même domaine, c'est pas vraiment sûr qu'on puisse Bien sûr. collaborer ensemble. C'est Parce clair. que la majeure partie des gens qui vont là-bas, s'il y a une association d'anciens étudiants, Mhm. ce qui les réunit plus, c'est le chinois. Oui. Ça veut dire que peut-être ils vont vous dire qu'il y a une entreprise qui cherche un traducteur. Comme moi, comme ça, souvent, Ouais. de temps en temps, je Vous me avez des distrais offres avec. comme ça sous la main. Non, moi-même, je le fais. Ok. C'est-à-dire que si c'est un délai peut-être de 2 semaines, je le fais. Mais après ça, je cherche peut-être un Togolais ou bien quelqu'un comme ça qui vient rester avec le Chinois s'il doit s'installer ici, au fait. Comment ce réseau peut-il aider les nouveaux étudiants qui sont intéressés par aller étudier en Chine? Au fait, c'est une démarche. Si vous partez en Chine et que vous n'avez pas d'anciens qui vont vous Mhm. coacher, Oui. il faut les regarder, c'est encore mieux. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Non, détaillez un peu. Tous ceux que moi j'ai eu comme anciens Oui. en Chine, tout moment, quand je leur demande des Conseil. rouages, des conseils, ils Mhm. me disent laisse, ça vient avec le temps. Ça Ok. veut dire qu'il faut toi-même te chercher ton propre chemin en regardant les autres. Oui. Il ne faut pas attendre que ce soit un ancien, Ils viennent t'aider. voilà, un ancien étudiant qui vienne t'aider. Il ne va jamais le faire, puisque lui-même, il cherche aussi. Ok, ok. Voilà, personne ne peut regarder dans le trou de son ami. Ouais, Donc, c'est il clair. faut bien analyser, il Mhm. faut regarder les anciens, comment ils fonctionnent, Oui, et toi, tu essaies d'adapter ça à ton monde. C'est c'est comme ça. ça. C'est vraiment bien dit. Hein. Au niveau des compétences acquises, quelles sont les compétences clés que vous avez pu acquérir en Chine?
C'est-à-dire, Les compétences, entendez par là, qu'est-ce que le plus que vous avez obtenu de la Chine, en fait? Quel plus? Il y a une fibre quand même que vous avez développée. Il faudrait bien la partager avec nous. c'est le relationnel. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que quoi? Ce que je vais dire, c'est un peu paradoxal. Hein? C'est-à-dire, je ne conseille pas quelqu'un d'aller en Chine pour étudier, D'accord. mais en même temps, c'est une très bonne idée d'aller en Chine pour étudier. OK. Donc, il faudrait que chacun tire ce qui est bien là-dedans, dans ce que vous dites. Merci. Donc, du coup, pour moi, ma part, comme c'est mon expérience que je dois partager ici, ma base, c'est parce que j'avais déjà fait l'université de Cocody. OK. Donc, ça m'a donné une certaine assise, puisque, comme j'ai dit au départ, il y a une barrière de langage. Oui. Donc, quand tu maîtrises déjà ta science, comme pour nous, après le master, ce sont les mêmes choses qui reviennent. C'est ça. Seulement que maintenant, il faut que tu puisses trouver quelque chose qui n'existe pas. Oui. Ou bien pour régler des problèmes qui sont déjà dans des journaux, peut-être que les gens n'ont pas encore pu résoudre. OK. Donc, moi, de ma part, les compétences en Chine ne m'ont pas vraiment aidé, à part le chinois qui m'a vraiment aidé. Et aussi, de ton statut à l'école, ça te donne, je peux dire, l'accès à avoir des amis chinois. Oui. Voilà, puisque les responsables chinois et autres, ils sont plus contents quand ils savent que tu as eu à faire les études chez eux. Oui. D'accord, d'accord. Du coup, là, partant de ce que vous avez développé personnellement, qu'est-ce qui vous permet de vous distinguer, en fait, dans le monde de l'entrepreneuriat? Parce que vous êtes entrepreneur. Oui, c'est comme j'ai dit, moi, j'ai beaucoup regardé les dévanciers. Et aussi, les dévanciers, même ça, c'est une part. Mais il y a les Chinois aussi que je regarde les manières de travail. Ouais. Voilà. Donc, je peux dire que c'était le plus grand gain. Voilà. Et donc, j'ai essayé de transformer toutes ces expériences ou bien ces vécus que j'ai eu à avoir avec des Chinois ou bien des Africains Oui. pour pouvoir essayer de ramener ça maintenant à moi-même, moi-même. Au niveau de l'aspect des défis et des solutions, quel a été votre plus grand défi en tant qu'étudiant ivoirien en Chine? Voir le meilleur score pour pouvoir conserver ma bourse, peut-être. Je ne sais pas. Super, Il faut que pour pouvoir conserver votre bourse, il faut avoir 86. c'est ça. Voilà, 86, je crois que c'est l'équivalent de A-. Oui. A-, ouais, je crois. Donc, si tu as 90, c'est encore bon. Si tu as 92, ça là, c'est très super. Ouais. Une fois que tu as en dessous de 85, Tu perds la bourse, tu automatiquement. perds pas automatiquement. Ils vont te donner une seconde chance de te rattraper avec les activités. Oui. Voilà, mais c'est pas évident. Une sorte de repêchage, en fait. Voilà, sinon, on te coupe la bourse. Et ici, on te coupe la bourse, vraiment, moi, mon université, c'était 7,5 millions l'année. 75 000 yuan. RMB, ouais. Donc, du coup, 7 millions, ouais. 400, ça ça fait environ 30 millions. Donc là, ça va chauffer. Ouais. Voilà. Quelle solution recommandez-vous aux futurs étudiants qui veulent aller étudier en Chine? Ce que je recommande aux étudiants, c'est d'avoir d'abord une très bonne base. Bon. Parce que là-bas, ce n'est pas évident avec la barrière de langage. Si la personne a déjà une très bonne base ici, Oui. ça sera comme je peux dire, une répétition pendant les cours. Oui. Voilà, parce que c'est le plus difficile. On ne va pas venir expliquer f de x, ça veut dire quoi. Ouais, c'est clair. Si tu n'as pas compris ça en français, ce n'est pas évident que tu puisses comprendre ça en anglais ni en chinois. Donc, je crois que une fois que tu as la bonne base ici, c'est comme si quand tu parles là-bas, c'est plus sur la langue que tu te focalises pour pouvoir voir tes points en classe. Ouais. Voilà, parce qu'au moins, ici, tu as eu la base, tu vas là-bas, tu fais la langue, tu fais bien la langue en tout cas, tu t'intègres dans la société là-bas. Oui. Et maintenant, tu gagnes facilement les bonnes notes. Et si tu as des bonnes notes, tu finis calmement ton cursus. Super, Voilà, super. donc c'est un peu la recommandation que je peux donner aux nouveaux étudiants. Et aussi, je ne conseille pas trop le bachelor. D'accord. Puisque là, c'est la base. Oui. Je conseille plus pour le master. C'est-à-dire, la personne fait son bachelor ici, dans une langue qu'il comprend très bien, puisque c'est la base même de toute science. Oui. Une fois qu'il a ce bachelor-là, il peut maintenant aller apprendre le chinois rapidement et maintenant passer au master directement. Bon, on aborde maintenant l'aspect conseil aux futurs étudiants. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant souhaitant partir étudier en Chine? Je pense que vous avez déjà répondu
Ouais. à cela, on est plus ou moins clair là-dessus. Que devrait-il préparer avant de voyager? Euh, se préparer. Qu'est-ce qu'il devrait Préparer, préparer? c'est-à-dire, est-ce qu'il fait froid là-bas? Est-ce qu'il a besoin... Ça va dépendre de la région où il va se mettre. D'accord. En général, pour quelqu'un qui commence avec la Chine, Mhm. il y a des villes qu'il doit éviter. Sinon, il risque de faire une dérive. Il y a des villes comme Pékin, des villes comme Shanghai, des villes comme Guangzhou. Ce sont des trucs que moi j'évite pour des étudiants qui veulent vraiment partir. Ok. Ils prennent des villes comme Hangzhou, Mhm. Wuxi, je ne sais pas. En tout cas, une petite ville. Wuhan, plein d'autres. Bon, même Wuhan, même encore, c'est devenu une grande métropole. Hein. Ah ouais, Ouais, donc c'est vraiment les petites villes. ok. Les petites villes qui vont le permettre de se mettre dans le bain. Parce que si vous arrivez dans une zone où beaucoup de personnes parlent français, C'est chaud, c'est chaud. La distraction. ça devient bizarre. S'il a peur s'il n'a pas peur du froid, il commence avec le centre jusqu'au nord. Mais là, je dis au nord aussi qu'il fait très froid, un froid un peu quand même comme en Russie. Donc, du coup, il va falloir s'apprêter par rapport à ça. Mais dans les débuts, ça va le fatiguer. Ouais. Mais je crois que après un ou deux hivers, bon, il va commencer à avoir sa stratégie pour pouvoir se protéger contre le froid. Ça marche, c'est bien. Quels sont les pièges il pourrait éviter? C'est de ça que je disais tout à l'heure. S'il veut vraiment s'intégrer dans la culture chinoise, Oui, l'impératif, c'est la langue chinoise. ouais. Si même il peut ajouter les dialectes dessus, ça sera très, très intéressant. Ah ouais, ça c'est... Voilà, c'est ça va costaud te aussi. permettre de pouvoir aller... Moi, je te dis, par exemple, quand j'arrive en Chine, actuellement, même, je ne paye même pas de la nourriture. Parce qu'à chaque moment, c'est dans les cultures. Ils voient un étranger, ils veulent... Te reçoivent. Voilà, ils sont hospitaliers. Oui, Voilà, ils sont pas vraiment racistes. oui. Surtout quand ils savent que tu les apportes comment on appelle ça? Si tu les apportes quelque chose, ils vont vouloir toujours être avec toi. Mais ça sera une très grosse barrière si tu n'as pas la langue. Donc, Oui. je peux dire éviter trop de se mettre avec des gens qui parlent la même langue que toi. Oui. Essayer d'avoir de nouveaux amis Mhm. sans toutefois négliger tes compatriotes. Voilà. Mais il faut c'est ça. Pour pouvoir apprendre le chinois, Mhm. t'intégrer, parce que c'est la clé de la Chine. Tu ne connais pas la langue, tu vas être, je peux dire, comme rien pendant très longtemps, même si tu fais 10 ans là-bas. Ouais, ouais. Voilà, parce que j'ai connu des personnes aussi là-bas qui avaient fait 5 ans, 6 ans, et qui n'arrivaient même pas à démarrer avec un seul mot chinois. Ouais. Donc, ça a été difficile pour ces personnes-là parce qu'à tout moment, soit ils se font gruger, ou bien soit ils ont besoin de quelqu'un pour pouvoir aller dans le marché. Ça, c'est pas bon. Ok. Nous passons sur l'aspect vision sur l'avenir. Comment voyez-vous l'évolution des opportunités de la Chine et l'Afrique dans les années à venir? Alors, moi, je trouve toujours que la Chine, c'est un pays d'avenir. Mais bizarrement, actuellement, je peux dire que ça commence à devenir un peu normal, puisqu'elle n'est plus comme avant. Oui. Voilà, moi, je peux dire que nous qui avons été là-bas, bon, ceux qui ont été là-bas même avant nous, Avant nous, oui. c'est-à-dire 2008, 2007, ça. c'était les premières personnes, hein, Ouais. ils ont vraiment, vraiment bénéficié. Donc maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Donc moi-même, si j'ai des choses à conseiller aux gens, Mhm. c'est d'aller là-bas et se mettre plus au travail que les autres, puisque eux, ils doivent faire maintenant plus d'efforts que nous. C'est ça. Voilà. Donc, la relation entre la Chine et la Côte d'Ivoire sera plus intensifiée. Elle est déjà même, puisque quand vous partez voir même les demandeurs du visa de Chine, même avant-hier, j'étais à l'ambassade Ouais. pour réclamer encore un autre visa, mais le rang là-bas, c'est pas du jeu. Hein. Donc, C'est du clair, coup, c'est clair. ça veut dire que la relation Chine-Côte d'Ivoire s'intensifie et ça va s'intensifier encore, c'est sûr, mais ça sera maintenant moins d'opportunités. Voilà, D'accord. ça sera maintenant moins d'opportunités. C'est-à-dire que si les relations s'intensifient, ça sera moins d'opportunités. Donc, ça veut dire qu'on a encore d'autres coins qu'on sera obligé d'aller parcourir. Parce Bah que ouais.
Même les Chinois aujourd'hui, ils commencent à laisser la Chine pour aller au Vietnam, en Indonésie. Oui, C'est là-bas qu'ils ont délocalisé toutes les entreprises. l'industrie. Parce que la main-d'œuvre commence à devenir chère en Chine. Ouais. Ça commence à devenir un peu comme les États-Unis, c'est du capitalisme qu'ils font là-bas, en fait. Mhm. Donc, du coup, je suis en train de dire que c'est un couteau à double tranchant. C'est ça. Donc, ceux qui arrivent, qu'ils sachent que ça sera plus difficile que quand nous, on était là-bas. Ouais, La preuve, voici le Covid qui a mélangé vraiment beaucoup de choses. c'est ça, ouais. Donc, vraiment, il faut que les gens puissent avoir ça à l'idée. Voilà, c'est bon maintenant. Peut-être ça sera bon demain, mais après-demain, ce n'est pas sûr. Mhm. Voilà. Parce que, imagine-toi si peut-être vous faites un business de micro, par exemple. Bon, aujourd'hui, peut-être que tu es le seul à partir. Mais si tout le monde maintenant va là-bas, tu vois que tu n'auras plus de micro à vendre. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Il y a vraiment un point à retenir quand même dans ce que vous dites. Dans ce contexte-là, recommanderiez-vous la Chine comme destination académique? Mon choix sera un peu partagé. Oui, pour les études de langue. Moi, c'est ce que j'en ai dit. D'accord. Oui, pour les études de langue. Ok. Parce que l'avenir de demain, Mhm. c'est d'abord les langues. Même si tu es un manager ou bien tu es, je ne sais pas, quelle que soit la fonction que tu vas faire, Ouais. dans peut-être 5 ans, 10 ans, c'est les langues qui vont différencier maintenant les personnes. Voilà. Donc, l'importance, c'est de connaître d'abord le chinois Mhm. et l'anglais. Oui. Donc, si moi, je conseille quelqu'un qui doit aller en Chine, qu'il parte là-bas, mais qu'il ne laisse pas ce côté langage. Il doit bien bosser ça d'abord. Qu'il laisse les business, parce que les business, ça distrait. Qu'il laisse tous les business, il se focalise bien sur la langue. Oui. En 1 an, 2 ans, ça sera bon. Et puis maintenant, étant là-bas, déjà, ça va l'ouvrir l'esprit. Ça, c'est déjà sûr. Oui. Donc, après ça, maintenant, il pourra faire tout ce qu'il veut. Super, c'est parfait. Bon, là, nous sommes, je dirais, au terme de notre entrevue, notre podcast. Est-ce que vous avez un message de fin pour la nouvelle génération des étudiants? Le message de fin, ça sera encore de réitérer les mêmes mots. Mais je parle plus de redoubler d'efforts parce que nous, c'était un peu plus facile par rapport à nous. Oui, Mais tout le monde maintenant veut aller en Chine. c'est ça. Ça veut dire que ça va se retrouver comme un peu la situation en France. Nous qui partons tout le temps en Europe, on voit un peu comment tout est difficile là-bas. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller dans un pays et puis aller à toucher un salaire minimum. Moi, je trouve ça un peu anormal. C'est vrai que c'est bon, mais il faut viser plus. Donc, le conseil que je peux donner, Mhm. c'est de partir en Chine. Je ne suis pas contre, mais s'ils partent, il faut qu'ils fassent 2 fois plus d'efforts que nous, c'est-à-dire bosser bien la langue qui est difficile, avoir tous ces diplômes bien et commencer plutôt à faire les choses soi-même et non pas pour travailler pour les gens. Bah, nous sommes au terme de notre entrevue, notre podcast. Je vous remercie, vous les auditeurs, d'être restés connectés. Et nous revenons encore avec d'autres épisodes. Encore merci à vous et merci à M. Fouati Wilfried. C'est moi qui vous remercie. Plateau pour s'entretenir avec nous. Encore merci à vous et à la prochaine. Ciao, ciao.